Alors on pose des questions un peu ici sur ce qu'on appelle la cosmogonie. Qu'est-ce que la cosmogonie? Le début du monde. Qu'est-ce qu'il y avait avant que le monde soit créé? Comment on l'a créé? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors Bereshit signifie lors du commencement, et pas au commencement. Lors du commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et cette chose-là, ce conte du commencement commence un jour qui s'appelle le premier jour, et la création finit en 6 jours, plus 1, le 7e jour où Dieu, il y a une cessation d'activité. Et depuis, nous comptons les années. Nous sommes aujourd'hui en l'an 5774 et environ 6 mois, 5 mois, 6 mois de ce moment-là. Quand on dit cela à un esprit scientifique éclairé, il te regarde avec des yeux grands comme des soucoupes et te dit « Mon cher ami, atterrissez. Le monde, il a 15 milliards d'années. » D'accord? 15 milliards, ou si on affine un peu plus le chiffre, ce que je me souviens bien, c'est 13,7 milliards d'années. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. On peut voir le monde tel qu'il était il y a environ 10 milliards d'années. Comment on peut voir le monde tel qu'il était il y a 10 milliards d'années? Est-ce qu'on peut remonter dans le temps? Oui. Comment on fait pour remonter dans le temps? Ben, vous savez que la lumière, elle voyage. Le son voyage, la lumière voyage. Le son voyage très lentement. Il fait, si je me souviens bien, environ 300-325 mètres par seconde. La lumière fait 300 000 km en une seconde. Quand on voit un éclair, on voit l'éclair, et après quelques secondes, on entend le tonnerre. Le tonnerre, c'est en fait la détonation qui a provoqué l'éclair. Pourquoi est-ce qu'il y a une non-synchronisation entre l'éclair que je vois et le tonnerre que j'entends, qui est la détonation de l'éclair? Parce que la lumière va très vite, 300 000 km en une seconde, c'est rapide. Le son est très lent. Le point, il fait 350 mètres, 325 mètres, quelque chose comme ça, toutes les secondes. Hein, donc, 3 secondes, ça fait environ 1 km. Tu peux savoir à quelle distance se trouve l'éclair. Tu vois un éclair, boum. Ça, quand j'étais avec ma famille dans le nord, là-bas, dans le Golan, il y a des tirs. Ils font des exercices de tir au canon. Bon, vu que j'ai fait l'armée, je m'y connais un peu, donc je vois comme ça un nuage. Je leur dis, regardez, dans 10 secondes, il y aura un boum. Boum! Elles m'ont pris pour un magicien, d'accord? D'où est-ce que je sais ça, d'accord? Comment ça se fait? Tu vois le truc, tu évalues la distance, tu te rends compte, tu sais à peu près dans combien de temps il y aura un boom. D'accord? C'est comme tu vois les avions, tu entends un avion, tu regardes ici, l'avion il est là. Comment ça se fait? Parce que le temps que le son de l'avion arrive, l'avion en attendant, il a avancé. Donc quand tu vois, c'est presque immédiat, alors que le son il arrive très lentement. Donc le son voyage lentement, la lumière voyage très rapidement. Quelle vitesse? On a pu calculer 300 000 km à la seconde. Ça veut dire que la Lune, par exemple, se trouve environ à 300 000 km. La lumière parcourt un voyage de 1 seconde du moment où elle a quitté la Lune. Donc tout le monde sait que la Lune, elle reflète la lumière du Soleil, donc le Soleil éclaire la Lune. La lumière reflète et ricochette. Le rayon de lumière venu du Soleil ricochette sur la Lune, touche ma rétine. Ce voyage depuis le ricochet de la Lune jusqu'à ma rétine a duré 1 seconde. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un éteint le Soleil, non, quelqu'un éteint maintenant la Lune, il n'y a plus de Lune, poup, d'accord? Pendant encore 1 seconde, je verrai la Lune. Le Soleil se trouve à 8 minutes lumière. 8 minutes lumière. Ça veut dire 60 fois 300 000 fois 8. 300 000 km, c'est 1 seconde lumière. Fois 60, ça fait 1 minute lumière. Fois 8, ça fait 8 minutes lumière. Donc si maintenant quelqu'un éteint le Soleil maintenant, boum, et moi je suis en train de bronzer à la plage, pendant encore 7 minutes 59, je pourrais bronzer. Après, plus de soleil. Bien qu'au moment où je vous parle maintenant, on a éteint le soleil, je vais encore pendant 8 minutes, je vais voir la lumière du soleil arriver. Parce que le temps que je vois le spectacle du soleil s'éteindre, le temps que ce spectacle lumineux il arrive, ça prend 8 minutes. Vous me suivez là? C'est-à-dire donc, au bout de 8 minutes, on peut commencer à bronzer, si on arrive là. Pendant 8 minutes, on bronze. Non, les 8 premières minutes, il n'y a rien qui se passe. Non, au contraire. Maintenant, maintenant, il éteint le soleil. Mais jusqu'à maintenant, il était allumé le soleil. Donc maintenant, les rayons que je reçois du soleil, c'est les rayons qui sont partis avant le moment où on l'a éteint. Ça a pris 8 minutes pour qu'il vienne. Et par exemple, le soleil, il est là. On s'expose au soleil. Ouais. Il faut attendre 8 minutes pour que les rayons interviennent sur nous.
Ça veut dire. Quand je dis, voilà, on me dit maintenant, celui qui va profiter maintenant d'un rayon de soleil qui part maintenant du soleil, il aura un super beau bronzage. Ce rayon de soleil super sympathique, ça prendra 8 minutes pour qu'il touche ma peau, c'est vrai. Voilà. Ah, ça dépend aussi de notre perception à nous. Nous, on a une certaine perception, on a une vitesse de perception. J'avais une émission une fois que les chats, ils voyaient 2 fois plus vite que nous, par exemple. Un film, Non. c'est fait comment? C'est fait c'est plein de surprises. Tu parles d'autre chose maintenant. Nous voyons, c'est autre chose. Nous, on voit environ, si je ne me trompe pas, 24 images par seconde. Les chats, ou j'imagine les moustiques, encore plus, d'accord? Ça, c'est autre chose. C'est à quelle vitesse, moi, je vois la réalité. Mais la lumière dans l'espace, elle a une certaine vitesse qui est la même pour les chats, pour les fourmis et pour les êtres humains. Oui, parce que ça dépend pas d'eux, mais ça dépend... Tu parles Le référentiel qu'on va mettre, la lumière par rapport à nous, ça dépend aussi de nous. C'est encore autre chose. Bon, alors, pour le référentiel des êtres vivants sur Terre, d'accord, peu importe s'ils ont une 24 images secondes ou 60 images secondes, pour tous, la lumière voyage à 300 000 km à la seconde. Maintenant, quelqu'un qui habite sur une planète, bon, si je ne me trompe pas, la galaxie la plus proche de la nôtre se trouve à 1,5 million d'années-lumière de notre galaxie. Ça veut dire quoi des lumières? Ça veut dire que la lumière doit voyager pendant 1,5 million d'années pour arriver. La galaxie que je vois maintenant, d'accord, je vois un petit point dans l'espace. Ce petit point, c'est une galaxie, c'est environ 100 milliards d'étoiles. Ça a pris 1,5 million d'années pour que ce rayon de lumière qui touche maintenant ma rétine que je vois, ça fait 1,5 million d'années qu'il est parti de la galaxie. Il a voyagé comme ça. Tellement elle est loin, elle est éloignée. Ça ne parvient pas. Si, tu vois bien qu'on le voit, c'est 100 milliards d'étoiles, c'est beaucoup. Ça voit un petit point qui scintille au loin. Ce petit point qui scintille, c'est 100 milliards d'étoiles. On est tellement éloigné que la lumière a dû voyager pendant 1,5 million. Donc ça, c'est la galaxie la plus proche de notre galaxie. Ne parlons pas d'une galaxie, parlons maintenant d'une étoile, une planète qui est proche de la nôtre. Je crois que la planète la plus proche se trouve à quelques dizaines de milliers d'années. Maintenant, une qui est très proche. On va dire une qui se trouve environ à 3500 ans lumière de notre planète. Dan, je t'envoie là-bas, et voilà, tu es dématérialisé ici, tu te retrouves rematérialisé sur la planète NGX 56, elle s'appelle. D'accord? NGC 56. Tu es là sur ta petite planète et tu regardes avec ton télescope la Terre. Maintenant, tu regardes là-bas. Maintenant, depuis la planète, tu regardes la Terre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la lumière qui a quitté la Terre il y a 3500 ans. Tu regardes un peu vers le Sinaï comme ça, qu'est-ce que tu vois? Moshe Rabbeinu, avec sa grande barbe. Il fait tchic, la mer rouge qui s'ouvre. Tu vois maintenant en direct, maintenant. Ah, mais comment c'est Et tu vois Pharaon qui le poursuit, d'accord? Tu vois ça maintenant sur la planète la plus proche d'ici. La plus proche. Tu vas pas comprendre. C'est la lumière qui se reflète en fait. L'image elle est virtuelle. La lumière, elle bouge. Tu as compris que lorsqu'il y a le boom que je vois dans le plateau du Golan, maintenant je le vois tout de suite, mais le son il arrive 10 secondes après. 10 secondes après qu'il y a eu le boom. Le son, ça prend du temps pour qu'il voyage. La lumière aussi, ça lui prend du temps. Maintenant, Pharaon, quand il poursuit Moshe Rabbeinu, il y a le soleil qui éclaire. Okay? Alors, le soleil, il a éclairé le nez de Pharaon, et le rayon du soleil, il a ricocheté sur le nez de Pharaon, et il est parti dans l'espace. Maintenant, ce rayon de lumière qui a ricoché sur le nez de Pharaon, Pharaon, pendant qu'il poursuivait Moshe, il a fait comme ça, d'accord? Et cette image-là, elle est partie dans l'espace. Elle part dans l'espace. Maintenant, elle part. À quelle vitesse? Elle fait 300 000 km chaque seconde. Au bout de 3500 ans, elle est où cette image-là? Elle est à la planète NGC 56. Là-bas, justement où tu es. Toi, à ce moment-là, tu regardes le télescope, tac, tic, tu vois maintenant. Tu ne peux que voir que le monde d'il y a 3500 ans. Parce que tu es tellement éloigné, la lumière, elle doit voyager. Bon, pour tout ce temps qu'elle a voyagé, maintenant l'histoire elle a avancé chez nous. Mais toi, tu vois le monde tel qu'il était il y a 3500 ans. Mais si je me transporte et je me téléporte là-bas, ouais. Comment ça se fait qu'il y aura un retour vers le passé? C'est pas le passé, dans le présent maintenant. Maintenant, l'image de Pharaon qui fait comme ça, elle voyage dans l'espace. Elle voyage, elle est là quelque part. Elle est où? Elle a 3500 ans, 3500 années-lumière. Ça veut dire que là... Hein? Tous les côtés. Ouais, elle voyage tous les côtés, cette image-là. Donc nous voyons
avec les télescopes aujourd'hui, on peut voir le monde tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. On arrive tellement loin qu'on regarde des planètes qui sont éloignées à 10 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle a voyagé pendant 10 milliards d'années. Donc je vois le monde tel qu'il était à l'époque. Donc nous voyons le monde tel qu'il était. Donc il est impossible de dire que, c'est dur de dire que le monde il date d'il y a 5774 ans et que 6 mois. Je vois un monde qui date d'il y a 10 milliards d'années. Ça c'est la question que je pose au début des 4 cours intitulés « L'âge du monde ». Je donne 3 mauvaises solutions pour résoudre cette contradiction. Première, je dis que il y a des religieux tordus qui disent que ce qui est marqué dans Bereshit, des jours, ce n'est pas des jours, ce sont des ères. Premier jour, c'est une première ère. Deuxième jour, deuxième ère. Chaque ère a duré des milliards d'années. Donc, nous disons que les 6 jours, en fait, ce n'est pas des jours, ce sont des ères qui font des milliards d'années. Donc, tu me dis maintenant que le monde il a 13,7 milliards d'années, ben, c'est exactement ce que je disais moi aussi. Je disais que chacun des jours, il durait environ 2 milliards d'années. On arrive à peu près au même chiffre. Pourquoi je dis que c'est faux comme solution? Parce que ce n'est pas marqué des heures, c'est marqué des jours. En plus, c'est marqué il fut soir, il fut matin, premier jour. Et 7e jour, c'est le Shabbat, qu'on fait après 6 jours, tous les 7e jours. Maintenant, nous, à l'instar de Dieu, chaque semaine, on fait le Shabbat. Si tu me dis que chacun des jours de la création, il a duré 2 milliards d'années, et on doit faire Shabbat tous les combien? Tous les 14 milliards d'années. Ce qui n'est pas le cas, on le fait Baruch Hashem tous les 6 jours. Le 7e, c'est le Shabbat, on est très content qu'il arrive, on est très triste qu'il part. Donc c'est une preuve que c'est des jours de 24 heures, on ne peut pas dire que ce sont des heures. Deuxième solution, pas intelligente que donnent les religieux, ils disent ce que tu as dit auparavant. Il y a eu d'autres mondes avant ce monde-là. C'est vrai, comme ça dit le Zohar HaKadosh, qu'avant ce monde, il y a eu 26 autres mondes. Mais le problème, c'est que ce sont des mondes spirituels. Ce sont des mondes que Dieu a créés qu'avec le din, qu'avec la tribu de rigueur céleste. Il n'y avait pas la tribu de miséricorde, ces mondes ne pouvaient pas tenir. Donc c'est des mondes échoués, des embryons qui ont été des fausses couches. D'accord? Ils n'ont pas réussi à vraiment être et n'ont jamais existé dans la réalité. Ce sont que des mondes, on va dire, théoriques, des mondes spirituels, mais pas des mondes physiques. On ne peut pas dire maintenant que ce que je vois maintenant, c'est le reste des mondes de ces 26 mondes. C'est faux. Ce monde qui est le monde physique, il y en a un, il a débuté il y a 5774 ans et 6 mois. Troisième solution, que certains rabbins donnent, mais moi je pense que ce n'est pas une bonne solution. Ils disent comme ça, ils disent, le premier homme a été créé directement par les mains de Dieu, d'accord? Quel âge il avait quand il est né? Premier homme, Adam. 20 ans, 18, 30, on ne sait pas. Enfin, la vérité, il avait 1 seconde, d'accord? C'était son vrai âge, 1 seconde. Mais il avait l'air d'un adulte. Il avait une barbe. Il avait, je sais pas moi, on ne sait pas s'il avait un nombril, hein? C'est absolument. C'est dur de dire qu'il est né. Alors comment il était? Je peux très bien dire qu'il avait les oreilles à la place du nez, on ne sait absolument rien comment il est né, s'il avait une barbe, s'il avait des sourcils, s'il avait des cheveux. Non, il est créé avec tout cela. D'après les textes. Ok, attends, je parle de point de vue juif maintenant, point de vue religieux. Du point de vue juif religieux, il est né à l'image de Dieu. Et dans ces images-là, il y a des cheveux, etc., et des barbes. Il avait une barbe, il avait des cheveux. C'est vrai qu'il était entièrement recouvert d'ongles. Et encore, quand on dit d'ongles, qu'est-ce que c'est? D'accord, en hébreu, ongle se dit tziporen. Tziporen. Tziporen, c'est une contraction de 2 mots. Tzipui or, recouvrement de lumière. C'est un être de lumière. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il était plein d'ongles partout, d'accord? C'était pas un iguane. C'était un être humain de lumière. Il était spirituel. Après, il est devenu matériel. Maintenant, quand il est devenu matériel, il était adulte. Disent ces rabbins, on voit que Dieu peut créer un objet adulte, ça veut dire qui a l'air vieux, alors qu'il est tout jeune. Donc Dieu peut créer un monde qui date de 5774 en 6 mois, qui a l'air d'avoir 15 milliards d'années. Donc quand on regarde les télescopes, on voit un monde qui date d'il y a 10 milliards d'années, on trouve un os de Cro-Magnon qui date d'il y a quelques millions d'années, ça fait tout ça, c'est dans le monde vieux. Tu as créé un monde vieux. Comme quelqu'un qui est né, maintenant il vient de naître, il a des rides, il a, je sais pas moi, il a une carie, il vient de naître, il est né il y a 1 seconde, d'où vient cette carie? Non, Dieu l'a créé avec, comme si il a déjà vécu pendant 30 ans. Dieu peut faire ça? Dieu peut faire ça. Avec des ossements et des trucs. Bon, moi je rigole, pourquoi? Parce que je dis, c'est-à-dire que Dieu c'est un grand blagueur.
Il a beaucoup d'humour, il a fait une blague terrible au monde. Il a enterré des ossements de dinosaures, d'hommes de Cro-Magnon, de Lucie, d'Australopithèques, tous sortes d'autres êtres bizarres, d'accord, sous la terre, qui n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé, il n'y a que les os, pour faire croire à tout le monde que le monde, il date d'il y a 15 milliards d'années. Et en fait, c'est une blague, et Dieu se tient les côtes de rire dans le ciel. Ah, regarde la blague que je raconte. Comment il s'appelle d'accord, comment il s'appelle? J'ai oublié les noms des grands paléontologues. Là, j'ai trouvé un nonos, encore un autre nonos, d'accord, et hop, on descend du singe. C'est une blague que Dieu a fait au monde entier. C'est dur d'accepter. Ça se peut. Ça se peut que Dieu il a fait ça pour que tout le monde tombe dans le panneau. Mais c'est dur d'accepter. C'est plus simple de dire qu'il y a eu des dinosaures et puis les ossements et voilà. Il y a pas, on ne connaît pas encore l'ancêtre de l'être humain. D'accord? Dans ce cours-là, j'explique, je monte des articles comme quoi, jusqu'à un certain temps, on disait que c'était l'homme de Cro-Magnon, c'était lui. L'homme de Néandertal. D'accord? C'est lui, l'ancêtre de l'être humain. Jusqu'au beau jour où, dernièrement, avec la génétique, ils ont prouvé qu'il est impossible qu'on descende de l'homme de Néandertal. Donc tout tombe à l'eau, donc ils ont trouvé un autre. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on ne descend pas de l'être humain, Adam, créé par Dieu. Parce que si on est créé, c'est très enquiquinant. Si on est créé, ça veut dire qu'on a un but, ça veut dire qu'il y a un Dieu, ça veut dire qu'on doit faire ce qu'il veut. Et on n'aime pas ça. Donc on ne peut pas faire dire qu'on est le résultat de l'accident, de la rencontre de deux protozoaires il y a quelques milliards d'années qui a créé un accident de la nature, c'est moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis un accident de la nature, il ne faut pas m'énerver, d'accord? Je ne suis pas un type bien. Je suis un accident de la nature, pas trop raté, mais il ne faut pas me dire maintenant quoi faire dans la vie. Je suis un accident de la nature. Ça permet toute la permissivité normale. Comme a dit Aldous Huxley, l'auteur du bouquin Le meilleur des mondes, il dit « Il est clair pour moi que mon militantisme contre la notion de divinité provient d'un désir profond de liberté sexuelle. Je veux m'éclater. La femme de mon copain me plaît. D'accord? Pourquoi ne pas avoir une relation avec elle, c'est la femme de mon copain? Au nom de la morale. Qu'est-ce que c'est que la morale? S'il y a un Dieu, et il y a du bien, et il y a du mal, je comprends qu'on ne fait pas ça, mais si on est des animaux, on est le résultat de la rencontre de deux protozoaires il y a 4 milliards d'années, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit maintenant morale, pas morale? Je suis un animal, je fais ce que je veux. C'est le moyen de se libérer de toute contrainte morale. Toutes ces réponses sont des mauvaises réponses, à mon avis, pour pouvoir résoudre la contradiction qu'il y a entre la date que nous avons de la création du monde et la date qu'avance la science, 15 milliards d'années, 13,7 milliards d'années. La bonne réponse, à mon avis, est celle que dit le scientifique Gerald Schroeder, qui dit comme ça. Il dit une chose archi connue. Archi connue. C'est tout à fait nouveau. Einstein, et jusqu'à son époque, tout le monde scientifique, les astrophysiciens, disaient que le monde était statique. C'est une théorie qui a sa base dans la philosophie grecque, Olam Kadmon, le monde a toujours été. Il n'y a rien qui change. Viennent quelques astrophysiciens avec des formules de maths, et ils disent le monde n'est pas statique, le monde est en expansion. La première fois où on a parlé de cela à Einstein, il a refusé. Quelques années plus tard, le même astrophysicien vient le revoir, un juif aussi. Il dit vous m'agacez avec vos idées. Mais néanmoins, un beau jour, Einstein lui-même a dû reconnaître, c'était en 1965, je crois qu'il était déjà mort, mais déjà avec les calculs qui avaient déjà été faits, en 1965, Penzias et Wilson, deux scientifiques, mais en fait de formation, travaillaient des ingénieurs dans la compagnie de téléphone Bell, sont en train de mettre leur radar pour essayer de trouver les émissions dont ils ont besoin pour les télécommunications, et voient qu'il y a une émission qui dérange. Et ils ont découvert comme ça l'émission radio du Big Bang. On entend le choc, d'accord, l'émission radio du Big Bang. Ils ont reçu pour cela, quelques années plus tard, ils ont reçu les deux le prix Nobel de physique. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Le monde n'était pas, et tout à coup il a été. Ce qui est du point de vue scientifique une révolution. Parce que dire que le monde a toujours été, ça règle le problème du créateur. Et pas le créateur, il a toujours été le monde. Il n'y a pas de créateur. Puis le monde n'a pas été. Puis il a un début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y avait pas? Et tout à coup, il y a eu. D'où c'est venu? C'est pas qu'il y a eu un truc duquel c'est venu. Il n'y avait rien, tout à coup, il y a eu. Forcément, il y a un créateur. Les scientifiques n'aiment pas le mot créateur parce qu'ils ont une connotation de, je ne sais pas, ils voient une barbe, ou un monsieur, ou quelque chose, d'accord. C'est pas ça, mais qu'il y ait une force créatrice, c'est obligatoire. Obligatoire, pour faire autrement.
Parce qu'il n'y avait pas et il y a eu. Et aujourd'hui, il y a des grands scientifiques qui écrivent que la complexité du monde est tellement grande. Et dès le début du monde, on voit qu'il y a une programmation qu'il est impossible carrément de dire que c'est le fruit du hasard. Alors, pour arriver juste à résoudre la contradiction au niveau du temps, donc s'il y a un début, il y a un début à la matière. Le temps, ça c'est une chose que Einstein, oui, a découvert, le temps est tributaire de la matière. C'est une chose-là que Einstein a découvert, nous on le savait depuis longtemps. Le Rambam dit cela au 4e verset de Bereshit, il dit que la matière et le temps sont liés. On appelle ça l'espace-temps. Ça veut dire que dans le monde infini, il n'y a ni matière ni temps. Dans le monde divin, le monde de Dieu, le monde spirituel, il n'y a ni matière ni temps. Il peut y avoir de temps que s'il y a de la matière, parce que les deux sont finis, les deux sont liés. La matière, c'est un temps, c'est quoi? C'est un certain parcours à faire pour arriver à la fin de cette matière. La matière, elle est finie, elle va de là à là. Ce parcours de là à là, il est dans un certain temps. Ça prend un certain temps de le faire. Pour certains, pour quelqu'un qui va à pied, quelqu'un qui va en courant, pour une fusée, pour la lumière, d'accord? Du moment qu'on est dans le monde fini, forcément, il y a les deux aspects qui sont temps et matière qui arrivent. Ils sont extrêmement liés. Dans la mesure où, quand je vais changer des notions, des paramètres de la matière, ça va changer aussi les paramètres du temps. Le temps que nous croyons être une chose linéaire, en fait, c'est une chose tout à fait malléable, relative. Alors, on appelle ça la relativité. Il y a la relativité classique que nous connaissons tous dans l'ascenseur, en voiture, nous roulons. Je parle avec mon copain, d'accord, tu as une cigarette, ouais, tiens, prends. Je lui lance la cigarette, d'accord, mais nous sommes en train de rouler à 150 km/h. Et lui, hop, il attrape la cigarette. Donc on est en fait, les deux, en fait, maintenant, on ne bouge pas. À quelle vitesse maintenant? Je lui envoie la cigarette maintenant, ok? Elle saute à quelle vitesse? De là à là. 2 km/h, on va dire un peu plus, 5 km/h, tac. Un observateur de l'extérieur, il voit la Ferrari passer à 250 km/h, il voit la cigarette passer à 250 km/h. Alors à quelle vitesse voyage la cigarette? À 2 km/h ou à 250 km/h? Les deux sont vrais, tout dépend du référentiel. Pour celui qui est statique et voit la Ferrari passer, ben la cigarette passe à 250 km/h. Pour les deux qui sont dans la même voiture, elle passe à 2 km/h. Ça, c'est au niveau de la relativité mécanique, au niveau des objets. Ce que dévoile Einstein, cela est vrai aussi au niveau du temps. Que le temps peut changer. Pour nous, dans notre monde, on est tous dans le même référentiel. Une minute est une minute, d'accord? Tu as des montres qui sont au quartz, elles sont super précises. Toutes les montres qui sont à l'heure fonctionnent à la même vitesse. Une minute ici, c'est une minute là-bas. Einstein dit oui, ça c'est le temps que tu es dans le même référentiel. Mais si maintenant tu changes de référentiel, tu vas changer un peu les conditions de la physique, de la matière. Par exemple, tu vas voyager à une grande vitesse. Ça va influer le temps. C'est une théorie qu'a dit Longuejumin, qui était un des élèves de Einstein. Il a dit, si on prend un exemple, il donne un exemple comme ça, qui est appelé l'exemple de Longuejumin, il y a deux astronautes. Les deux ont le même âge, et c'est pour leur anniversaire de 20 ans aujourd'hui. Les deux reçoivent un cadeau. Un reçoit une sucette, l'autre reçoit un voyage en fusée spatiale dans l'espace à une vitesse extrêmement rapide. Ok, celui qui a dit la sucette, bon, bah, tant pis, j'aurai que la sucette. L'autre dit, bon, bah, je suis très content, je vais faire mon voyage maintenant dans la navette spatiale. Il part en navette spatiale, qui est extrêmement rapide. Il fait un voyage de 24 heures. Mais une vitesse voisinant celle de la vitesse de la lumière, donc très très rapide. Pour 24 heures, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est religieux, le pauvre. Alors, en 24 heures, il a fait 1000 fois le tour de la Terre. Qu'est-ce qu'il fait? Shachrit min harabit, shachrit min harabit, shachrit min harabit, shachrit min harabit. Sans cesse, il fait des prières. Il ne peut pas. Le coucher du soleil, le lever du soleil, naissent, coucher. Bon, il n'a pas tant voir grand-chose. Après 24 heures de voyage, sur sa montre, 24 heures sont passées. Il revient sur la planète Terre. En attendant, dit Longuejumin, 1000 ans sont passés sur Terre. Lui, il a 20 ans et un jour. Sur le plan du point de vue physique, on analyse ses cellules, il a 20 ans et un jour. Son frère jumeau est mort enterré poussière. La sucette aussi. En fait, le temps il se déplace par rapport à la lumière, c'est ça? Vu que j'ai augmenté la vitesse, il y a une dilatation du temps. Le temps maintenant, moi, c'est 24 heures. Mais vu par un observateur extérieur, c'est 1000 ans.
Comme je vois une cigarette, je peux passer à 250 km à l'heure, comme aussi à 2 km à l'heure, les deux sont vrais. Aussi au niveau du temps, on peut avoir une période de temps qui pour un, c'est un jour, pour un autre, c'est 1000 ans. Tout dépend des conditions physiques. C'est la théorie. Elle a été vérifiée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les scientifiques ont pris 3 montres atomiques, des montres au césium, précises au milliardième de seconde. Ils ont laissé une à New York, et 2 ont fait le tour du monde en avion. Une va avec le mouvement de la Terre, l'autre va contre le mouvement de la Terre, donc plus rapidement, relativement à la planète Terre. Et tous reviennent à New York, et on voit qu'il y a une différence entre les horloges de quelques centaines de nanosecondes, quelques centaines de milliardièmes de secondes. Ce qui est absolument anormal. Parce que tu prends 3 horloges, tu les laisses ensemble, elles sont à la même heure. Pourquoi? Parce que quand tu as voyagé maintenant, tu en as une qui est quelques centaines en plus, une quelques centaines en moins. Ça veut dire que le fait que j'ai voyagé, c'est que j'ai changé un peu les données physiques, ça influe le temps. Dès lors, on ne peut plus dire que le temps est une chose qui est linéaire, qui ne change pas. Le temps est tributaire de la matière. Quand la matière change, le temps il change. Ils ont voyagé à une certaine vitesse. Ouais, ils ont voyagé. Ouais, c'est quoi le référentiel? Ils ont voyagé. Ça change. La vitesse de déplacement dans l'espace. C'est pas parce qu'ils ont voyagé. Ils ont voyagé. En voiture, ça aurait été pareil. Quoi. Il faut rouler vite. Dès lors, maintenant, les gens posent la question pour de la création. Comment est-ce qu'on peut dire, nous, que le monde il a 7 jours, alors qu'il y a 15 milliards d'années, c'est clair, on le voit dans les télescopes? Réponse. Chaque physicien bébé comprend que la question n'est pas une question. Pourquoi? Parce que quand tu vis le Big Bang, on va dire maintenant, nous sommes tous maintenant une équipe d'envoyés spéciaux du journal. Allez, quel journal? Nature, on a envoyé là-bas pour faire un super scoop, la création du monde, comme si vous étiez. On nous met une estrade là-bas sur l'épaule du bon Dieu, et messieurs, dames, on va commencer. Création du monde, Big Bang. La petite boule, tac, elle éclate. 300 000, première seconde déjà, 300 000 km, tout ça, les neutrinos, enfin toute la création du monde, on la voit en live, d'accord, on prend des notes extraordinaires, tout ça, on prend des photos, et après 24 heures, on arrête nos chronos. La première journée de la création. On vient ici en l'an 2013, 2014, pardon, on va à la rédaction de Nature, on dit mais c'est très passionnant, mais je comprends rien, au niveau de la datation, ça ne marche pas. Ce que vous dites que ça a duré 24 heures, nous on le voit dans nos télescopes, ça a duré 4 milliards d'années. Qui a raison? Les deux. Celui qui vit sur place, le Big Bang, ben, il vit d'après les conditions physiques du moment. Tu as une gravitation, tu as un éclatement de la matière à des vitesses vertigineuses, ce n'est pas le même monde qu'il y a sur nos planètes Terre ici aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, le temps n'est pas le même. Comme si tu roules en Ferrari avec la cigarette dans la Ferrari ou à l'extérieur. C'est deux choses différentes. Celui qui vit au moment même, pour lui, c'est 24 heures. Celui qui voit depuis aujourd'hui ce qui s'est passé, pour lui, ça peut être 4 milliards d'années. Donc les deux sont vrais. Lorsque la Torah dit que le monde a été créé en 7 jours, c'est en 7 jours de 24 heures. Et si nous on était là-bas, on aurait vu 7 fois 24 heures. Et Dieu, il parle le langage du moment. Mais pardon que des histoires d'après ton référentiel temps en 2014. Tu parles moi qui est Dieu maintenant, je te raconte la création telle que j'y suis, telle qu'on l'a vécue là maintenant, au moment X de la création. C'est 7 fois 24 heures. Nous qui observons aujourd'hui au télescope, on voit 15 milliards d'années. Les deux sont vrais, tout dépend du référentiel. Et en cela, la contradiction est résolue. Oui. On peut pas dire simplement que rien ne se perd, tout se transforme. La Terre a toujours existé, comme Dieu on dit, il a toujours existé. Ça, c'est ce que disait, ça c'est le monde statique, c'est ce que disait Einstein jusqu'à vers la fin de sa vie. Là, il a vu que non, impossible. Si on est Big Bang, on dit qu'il n'y a rien. Rien. Et tout coup, il y a tout. Baruch Adonai, Amen.